En tout cas, dans l'histoire de l'Assemblée, depuis que j'y siège, je n'ai jamais vu un tel retard. 1h45 d'attente dans l'hémicycle pour rien et des élus de l'opposition excédés. La séance de la session extraordinaire de l'Assemblée a été reportée ce matin faute de quorum. En toile de fond, des tensions au sein de la majorité sur la revalorisation des agents de catégorie D. Sous pression juridique, les grévistes de la Perapurade ont déplacé leur piquet de grève de Paea vers Mamao tôt ce mardi. Une intersyndicale a rejoint la CSTPFO et les négociations avec la direction ont repris cet après-midi. 7 mois après l'événement planétaire, les professionnels du tourisme surfent sur la vague des JO. À la presqu'île, l'offre d'hébergement augmente pour faire face à une forte demande. La présidente du comité du tourisme de Taïrap-Ouest commentera cette dynamique en plateau. Bernadette Ouazna est notre invitée. 9 élèves de Huahine s'apprêtent à partir en Belgique grâce à Erasmus+. Un échange autour de l'environnement entre exposés et immersion culturelle. Nous les avons rencontrés avant leur départ. Bonsoir à tous. Faute de quorum, pas de séance ce matin à l'Assemblée. Fait extrêmement rare, certains élus de la majorité ont boudé leur siège et après plus d'1h45 d'attente, l'opposition a préféré quitter l'hémicycle. Au cœur des dissensions au sein du Tavini Huiratira, le sort des fonctionnaires de catégorie D. Les précisions de Laure Philibert et Jeanne Kinouroua. Seuls 26 représentants sont présents aujourd'hui. Par conséquent, le quorum n'est pas atteint. Donc, je renvoie cette séance à demain matin, 9h. C'est Weva Amblin, premier vice-président de l'Assemblée, qui a pris la parole au perchoir pour faire le constat de l'absence de quorum et suspendre la première séance de cette session extraordinaire. Un quorum fixé à 29 élus. D'abord prévu à la fin mars, puis reporté, cette session prévoit l'examen d'un collectif budgétaire, du soutien du pays à la compagnie Air Moana et la revalorisation salariale des agents de catégorie D de la fonction publique. Et c'est bien ce dernier point qui serait à l'origine des dissensions au sein de la majorité, retardant le démarrage de la séance. À 10h30, les sièges des représentants Tavini Huiratira, du président de l'institution et du gouvernement était toujours vide. Le rapport de force, c'est la revalorisation des catégories D. Après, pour moi, ça va beaucoup plus loin, donc on utilise ça. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu choisir un autre moment que juste avant le collectif? Je condamne totalement, j'avais vraiment honte quand on est rentré. Mais on a l'air de quoi là vis-à-vis de la population? On est un peu désemparés parce qu'on est encore une fois face à cette éternelle bataille entre l'Assemblée et le gouvernement depuis 2023. Kinamoeura Morgan Cross est la seule élue de la majorité qui a accepté de s'exprimer à l'annonce de la suspension. Même l'opposition n'a eu aucune explication sur cette longue attente, une situation qui l'a conduite à quitter l'hémicycle prématurément. À l'Assemblée, maintenant, il y a deux assemblées. Il y a celle qui ne se réunit pas officiellement et qui prend des décisions, et celle qui, normalement, devait se réunir depuis 2 heures, maintenant, qui ne le fait pas. On voit qu'il y a de plus en plus un mépris envers les élus. En tout cas, dans l'histoire de l'Assemblée, depuis que j'y siège, je n'ai jamais vu un tel retard et surtout un tel silence. Donc le président de l'Assemblée n'est même pas installé à son perchoir alors que toute la majorité est là, le gouvernement est là. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème avec le président de l'Assemblée? Auquel cas, il y a des vice-présidents, mais on est dans l'ignorance totale. Pour les élus des îles, le calendrier fluctuant pose problème. Pour nous, les maires, c'est un jour de moins aux côtés de notre population, mais c'est notre population aussi qui va en partir, aussi des décisions qu'on doit prendre. Présents à l'Assemblée, les représentants de la FRAPP déplorent cette politique de la chaise vide. Il y a quand même des agents dans la fonction publique du pays qui sont des pauvres, quoi. Ce sont les pauvres, les fonctionnaires pauvres de Polynésie, quoi. Et donc, certainement que dans leur tête, ils commencent à réfléchir du fait qu'il y a eu un amendement qui a été proposé par AHIP. Il y a peut-être une certaine déception de la part des élus du Tavini. Les représentants ont rendez-vous demain 9h pour participer à la séance, quorum ou pas. Une séance en parallèle de celle des représentants de l'Assemblée junior qui incarne la relève politique. La FRAPP appelle quant à elle à une mobilisation pacifique demain à 8h. Après l'Assemblée qui reporte, le président du pays qui innove, Moetai Broderson, a choisi d'accorder un ministère à une intelligence artificielle. C'est une première mondiale. Elle sera chargée de la prospective économique et durable. Le reportage de Macliral.
Dis-moi, est-ce que tu penses que tu auras fini rapidement le dossier sur l'élargissement du port de Papeete? Pas de souci. Vous aurez ça dans 8 minutes, Monsieur le Président. Voici Marama Amanhia, une ministre sans couleur politique. C'est justement la volonté du président, l'efficacité avant tout. La feuille de route de ce ministère, trouver de nouvelles ressources économiques, durables et pourvoyeuses d'emplois. Ce que va faire cette nouvelle ministre virtuelle surpuissante, aucun cerveau humain ne peut le faire. Cette capacité de calcul, cette capacité de travail 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, ce sera vraiment formidable. Je compte sur elle tous les mercredis au Conseil des ministres pour nous donner les meilleurs conseils, pour nous faire les meilleures suggestions, les meilleures analyses. Et surtout, gros avantage, elle sera toujours d'accord avec moi puisque c'est moi qui la programme. Une ministre surpuissante, inépuisable et docile, qui ne demandera pas de salaire ni d'arrêt maladie, un choix qui fait bondir les syndicats. On est un peu scandalisé parce que on ne sait pas où est l'humain dans cette affaire-là, et surtout si on n'emploie que des intelligences artificielles, l'emploi c'est par milliers qu'on en perdra, et donc on va faire tout pour que Monsieur le Président change d'avis. Bon, maintenant peut-être qu'une intelligence artificielle fera mieux que les ministres actuels. Des affirmations réfutées par le gouvernement, il prévoit au contraire d'utiliser l'IA pour créer des emplois. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre ma puissance de calcul au service du Fénois et des Polynésiens. Nous vous l'annoncions déjà en octobre dernier, c'est désormais officiel. Pierre Fréboux sera le nouveau directeur de la CPS à compter du 4 avril. Après avoir dirigé l'Agence de régulation sanitaire et sociale, l'ARAS, durant 5 ans, il était délégué interministériel en charge de la protection sociale généralisée depuis 2023. Le mouvement social se poursuit à la Paire Apurade et se déplace. En grève depuis 2 semaines, les manifestants sont revenus tôt ce matin à Mamao, anticipant une décision du tribunal des référés saisi par la direction de l'association afin de les faire évacuer de Paea. Ce mardi, une intersyndicale a rejoint la CSTPFO. Les négociations ont repris cet après-midi et se poursuivront demain. Thomas Chabrol, Mataïhorei. C'est un soutien de poids pour tenter de sortir du conflit qui dure depuis le 18 mars. Une intersyndicale composée de la CSIP, OTEI et OTO Erima s'est présentée cet après-midi à la Paire Apurade de Mamao. Objectif, reprendre les négociations avec la direction. L'intersyndicale avait déposé à son tour un préavis de grève jeudi dernier. Je pense que grâce à leur présence, il y a une pression supplémentaire. Vous avez vu que M. Detrain lui-même s'est déplacé alors que ce n'était pas prévu. Les points de revendication sont identiques à ceux de la CSTPFO. La priorité, discuter des salaires les plus bas. D'entrée, on a proposé à la direction de discuter sur le point numéro 1. On ne veut pas discuter sur les autres points. Le point numéro 1, c'est le point fatidique. Okay? Donc on a fait une proposition. Je sais que la direction ne veut pas du tout lâcher une virgule, une augmentation. Nous, on a été clairs. Hors cadre, hors agent maîtrise et hors IDE, on veut une augmentation équivalente à celui des IDE. Une proposition désormais entre les mains de la direction qui doit l'étudier et faire ses calculs avant une nouvelle rencontre programmée demain. Le bras de fer s'était durci ces derniers jours avec la CSTPFO. La direction de la Paire Apurade avait saisi le tribunal des référés pour dénoncer un blocage à la maison mère de Paea. Tôt ce matin, les grévistes ont anticipé la décision du tribunal et ont décidé de revenir sur Papeete. Au moins ce matin, ça a eu quelque chose de positif puisque l'avocat, parce que la direction n'était pas là, l'avocat s'est présenté et il nous a dit que si il souhaitait négocier, il fallait que l'on puisse définir à quelle heure. J'ai dit maintenant, c'est pour ça que je suis là maintenant et j'attends pour qu'il nous reçoive pour discuter, donc puis essayer de sortir de cette grève. Ce retour à la table des négociations est un pas en avant. Les grévistes sont issus de plusieurs services. Ils sont agents d'entretien, chauffeurs, livreurs, secrétaires. Le personnel infirmier ne suit pas le mouvement social. La prise en charge des patients est assurée malgré le conflit. On s'éloigne du tumulte de la capitale pour la presqu'île. 7 mois après les Jeux Olympiques, les professionnels du tourisme surfent sur la vague des JO. Après Teahupo'o il y a quelques jours, Veirao inaugure à son tour une nouvelle pension de famille. La demande est grandissante, une opportunité de reconversion pour certains. On voit cela avec Laure Philibert et Mataïhorei.
Anciens employés de l'hôtellerie et de la restauration, Taohere et Ludovic sont désormais leurs propres patrons. À l'issue de la crise Covid, ce couple de Punaouia acquiert un terrain à Vairao. En l'espace de 2 ans, ils y aménagent 5 bungalows à louer, leur habitation, un coin restauration et une piscine, un nouveau départ professionnel. On a eu notre première fille en 2017 et là on s'est dit non, il faut vraiment qu'on se lance. Une portion de famille c'est mieux, comme ça on reste à la maison et on s'occupe des clients mais aussi on s'occupe de nos enfants. Et c'était primordial parce qu'à un moment donné on travaillait du soir et non seulement lui et moi on n'arrivait pas à se voir mais aussi on ne voyait plus nos enfants. Tout le monde m'a soutenue. Après, il y en a qui ont apporté un peu de leur expérience et ça nous a beaucoup aidé. Là, on est au Fare Moana et chaque bungalow a sa couleur. À côté, on a le Fare Rima'i, on est plus sur du jaune-rouge, Ha'ari pour le vert, Himeni sur le rouge-blanc et on finit par Tiari avec le mauve. Cette pension de famille est la 7e à s'installer à Vairao et la demande s'intensifie. Ça va également répondre à la demande de certains visiteurs, surtout quand on met en place des événements dans la commune et beaucoup de personnalités nous demandent s'il y a ce type de logement sur la commune pour éviter qu'ils fassent des allers-retours. Ils se sont présentés justement à la mairie pour présenter leur projet et à la rentrée de janvier, ils ont retiré leurs enfants de l'école de Punavia, ils se sont installés ici à Vairao. Et là, ça fait encore un effectif supplémentaire dans l'école de Poti. C'est toute la frange ouest de la presqu'île qui bénéficie des retombées des Jeux Olympiques en matière de visiteurs. Attaché à son calme, Tayarapu Ouest compte désormais une trentaine de pensions de famille et plusieurs Airbnb pour à peine 8400 habitants, une offre multipliée par 5 en l'espace de 20 ans. Comment est perçu ce développement économique et touristique post-JO? On en parle avec la présidente du comité du tourisme de Tayarapu Ouest, Bernadette Ouazna. Bonsoir. Bonsoir. Alors, plusieurs mois après les JO 2024, avec un peu plus de recul et malgré certaines polémiques passées, aujourd'hui, est-ce que ces Jeux ont été bénéfiques pour Tayarapu Ouest? Donc oui, on peut dire que les JO ont été bénéfiques parce que, en plus de la notoriété que Tayarapu avait, cette notoriété, on va dire, a été multipliée peut-être par 5 ou par 10, je ne peux pas le dire encore pour l'instant, parce que les visiteurs continuent à venir justement à la fin de route pour voir où s'est déroulé les JO. La vague mythique de Tayarapu et en plus de ça, les anneaux olympiques qui ont été aussi posés à la fin de route. Les visiteurs qui répondent présents, une demande qui augmente à mesure que l'offre, une offre qui augmente à mesure que l'offre augmente, que la demande augmente, côté hébergement. Est-ce que vous pouvez encore mieux faire du côté des prestataires touristiques? Oui, on peut encore beaucoup faire parce que la volonté aussi du comité, c'est de travailler justement avec tous les acteurs économiques dans le secteur touristique. Donc, il y a aussi la population, il y a les artisans, il y a les prestataires nautiques, il y a les hébergeurs, les restaurateurs. Au fait, tout ça fait que quand les visiteurs viennent, on peut leur offrir des offres et des produits qui peuvent être aussi à leur portée financière. On en parlait un peu plus tôt, mais il y a quand même un petit problème de cohésion encore entre les prestataires touristiques. Il y a encore un petit problème parce que moi je dirais déjà pour le comité, on n'arrive pas encore à installer le kiosque information pour les touristes parce que quand ils viennent, il y a des touristes qui viennent, qui prennent une photo et qui se promènent un peu sur la plage et qui s'en vont. Parce que là aussi, la volonté du comité, avec les missions qu'on a en tant que comité agréé, c'est justement de répondre et justement de faire en sorte que même la population puisse bénéficier de ces visiteurs. Et justement, pourquoi vous peinez à ouvrir ce kiosque info? C'est qui est contre la population? Tout simplement par manque de place. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plage de Tayarapu n'est pas si grande. C'est vrai que c'est une plage publique, mais il y a encore une réticence d'une partie de la population à installer une structure fixe sur cette plage de Tayarapu. Et derrière ce développement économique, est-ce qu'il n'y a pas des craintes tout de même de voir ce lieu être dénaturé un peu?
Alors, il y a aussi cette volonté au niveau de la commune, donc de préserver aussi justement cette nature, parce que nous avons aussi une nature luxuriante, donc bénie des dieux. Et justement, les installations, les infrastructures qui s'installent, rien qu'avec les démarches administratives, ça freine aussi, comme nous venons de voir avec l'installation de ce couple. Ils ont mis presque 2 ans pour arriver à bout de leur projet. Et il y a aussi la commune, parce que les permis passent aussi par la commune, les permis de construire et tout. Donc tout ça, même au niveau des services du pays, il y a aussi une réglementation aussi qui fait que on doit penser aussi à l'environnement. C'est l'administration un peu qui régule tout ça, ce développement Oui, on peut dire ça parce que les démarches administratives, c'est aussi contraignant. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a le développement qui se fait, est-ce qu'il y a un impact sur les prix du logement ou encore du foncier? Alors, il faut savoir, comme partout ailleurs, le foncier aussi a pris un boom. Donc, le terrain, aujourd'hui, se vend très, très cher. Donc, on le connaît un peu partout. Donc, Tayarapu Ouest n'y échappe pas, justement. Il y a des déménagements de la population vers Tayarapu Ouest, mais est-ce que vous constatez un déménagement de la population des résidents de Tayarapu Ouest qui quitterait la zone? Alors, la jeunesse, oui. La population jeune, donc, ils viennent justement, ils migrent vers la ville, justement, c'est à cause du travail, pour des raisons professionnelles. Parce que la route aussi, déjà, en partant de Teahupo pour venir sur Papeete, il faut quitter très tôt. Donc là aussi, c'est une contrainte donc, qui oblige aussi les jeunes ménages à déménager sur la ville. Une dernière question, Bernadette. L'héritage des JO dans les communes de Tayarapu Ouest, c'est aussi des sites. Ce sont des sites viabilisés pour de futurs projets. Où en sont ces futurs projets, sur le domaine rose, par exemple, ou encore la nouvelle marina Alors pour moi, ces projets sont encore dans les mains du pays. Donc moi, je ne peux pas me prononcer pour ces 2 constructions. Par contre, je peux me prononcer au niveau du site de Ponui. Parce que le site de Ponui aussi a été aussi mis en place dans les travaux aussi, devait finir pour les Jeux Olympiques. Donc le service du tourisme a fait un appel à un gestionnaire et donc en principe il devrait ouvrir d'ici 2-3 mois. Ok, vous êtes en attente donc. On est en attente, donc la population locale aussi a hâte de l'ouverture de cet nouvel espace. Merci Bernadette Ouazna d'avoir accepté notre invitation ce soir. Près de 9 ans après un dramatique accident qui avait coûté la vie à un marin au port autonome, un procès pour homicide involontaire s'est tenu aujourd'hui. 5 individus sont poursuivis dans cette affaire, dont la société Vanuatu Ferry du groupe Dégage. Compte rendu d'audience avec Sophie Guibel et Mereteato. Le drame a eu lieu ici, le 15 septembre 2016, au port de Mutuuta, devant cette goélette de la société Vanuatu Ferry du groupe Dégage. À quai, 3 hommes, l'un chargé de transporter des cales en métal de 10 tonnes chacune avec ce chariot élévateur, et les 2 autres chargés de guider le cariste dans ses manœuvres. Mais en freinant, ce dernier fait basculer ses cales. L'un des 2 hommes les évite de peu, l'autre est emporté dans la mer et sera retrouvé coincé entre 2 cales à plus de 19 mètres de profondeur. Qui est responsable de cet accident mortel? Plus de 9 ans après le drame, 5 prévenus avaient rendez-vous au tribunal correctionnel, dont la direction de la société Vanuatu Ferry. Tous poursuivis pour homicide involontaire. Pour la procureure comme l'avocat des proches de la victime, les mis en cause ont manqué à une obligation de sécurité. Il y a une forme de légèreté qui s'installe. Une forme de légèreté, une forme de banalisation, en intégrant tout simplement cet accident comme un petit incident de parcours dans la vie de professionnels qui sont chevronnés. Sauf que cet argument ne tient pas, tout au contraire, ils devaient avoir conscience de la dangerosité de leur activité et des précautions et surtout de la conformité à la réglementation, ce qui fait cruellement défaut. Le conducteur de l'engin, qui n'avait pas toutes les qualifications requises au moment de la manœuvre, et le capitaine du navire se sont tous 2 expliqués à la barre ce matin. Eugène et sa fille Mehiti Dégage, à qui l'on reproche notamment d'avoir enfreint le code du travail, n'étaient en revanche pas présents.
ce que regrette la famille de la victime. Elle aurait aimé déjà que les principaux responsables, qui sont ceux qui bénéficient de cette manne financière, la direction, soient présentes. Elle ne l'est pas. Elle aurait aimé qu'il y ait des excuses. Pour le moment, je n'entends que du bout des lèvres la première personne, qui est le conducteur, puisqu'il a vu l'étendue de ces manquements et il les a reconnus bien volontiers. Je crois que c'est ça qu'ils attendent, et tourner la page, parce qu'on ne fait jamais le deuil de la perte d'un proche, on l'a fait encore moins dans ces circonstances. En fin de journée, le procureur a requis 4 ans de prison avec sursis contre le conducteur et le capitaine du navire. 8 mois avec sursis et 1 million de francs d'amende contre Eugène Degage, 1,3 million de francs d'amende contre sa fille et 5 millions contre la société Vanuatu Ferry. Le délibéré sera rendu le 15 avril. Toujours au tribunal, l'ancien président de la CCISM, Stéphane Chinloy, a été condamné à une amende d'1 million de francs, dont 500 000 francs avec sursis pour favoritisme. Il aurait passé ou fait passer plusieurs contrats de prestation de plus de 3 millions de francs sans mise en concurrence. Plus d'informations sur notre site tntvnews.pf. Cap-Vert, les Raromatei. Ils sont jeunes, mais ont déjà une conscience aiguisée des enjeux environnementaux mondiaux. Dans 2 semaines, 9 élèves du collège de Huahine décolleront pour la Belgique avec le programme Erasmus+. Objectif, partager leurs travaux sur la montée des eaux ou les énergies vertes avec des lycéens européens. Jessica Doucet les a rencontrés. Le développement durable est au cœur des préoccupations de ces jeunes. Depuis des mois, ils planchent sur le réchauffement climatique, ses conséquences et les solutions pour y faire face. Dans 2 semaines, ce sera avec des élèves belges qu'ils partageront leurs recherches. On s'est plus axé sur l'agriculture parce que mon binôme a un FAPU, donc ça a été plus facile pour nous de faire l'exposé. Moi, je présente la vie terrestre en Polynésie. Tout ce qui est espèces en voie de disparition, espèces menacées, par exemple la péteille areatea ou le hao, l'oiseau. Il aura fallu 6 mois à l'équipe pédagogique pour monter ce projet Erasmus+, et offrir aux élèves cette opportunité d'échange, une vraie ouverture sur le monde, un voyage qui complétera leur apprentissage. C'est une chance exceptionnelle qu'ils puissent découvrir l'Europe. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais sortis de la Polynésie, donc ça va être un choc culturel. Le collège de Huahine a fait du développement durable son thème central cette année. Il a même organisé une soirée spectacle pour sensibiliser toute l'île à la préservation de l'environnement. Le collège a transformé son gymnase flambant neuf en scène vibrante pour un spectacle exceptionnel, Mama Natura. Ce soir, nous voulons montrer à notre population que nous avons des valeurs, nous avons une culture et qu'il faut qu'on réapprenne à vivre avec nos propres ressources. Et ce soir, c'est l'occasion pour nous de montrer à toute notre population que nos enfants sont capables de le faire, donc nous aussi. Mais derrière les performances se cache un objectif bien précis, récolter des fonds pour offrir aux 9 élèves sélectionnés une halte culturelle de 4 jours à Paris après leur séjour en Belgique. Une manière de couronner leur aventure Erasmus+, par une immersion au cœur de l'Europe. Entre engagement écologique et fierté culturelle, ces jeunes incarnent l'avenir, celui d'une génération déterminée à défendre sa terre tout en s'ouvrant au monde. En football, l'AS Pire jouait cet après-midi son 2e match de la Ligue des champions de l'OFC sur la pelouse de Honiara aux îles Salomon. Pire s'est imposé 1-0 face aux Fidjiens de Rewa FC et garde ses chances de qualification pour les demi-finales. Prochain match de nos Tahitiens dans 2 jours face aux Calédoniens de Tiga. Voilà pour l'actualité du jour. Ce soir sur TNTV, direction Hollywood avec Ramzi Malouki dans Ciné Nuit. Après les effets spéciaux et le maquillage de stars de l'aventure avec un nouvel épisode de Koh-Lanta. Agréable soirée à tous. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.